Avant de commencer, nous vous conseillons vivement de ne pas vous fier à nos informations. Ce qui suit est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit du témoignage textuel devant le tribunal fédéral du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Le moment est enfin arrivé. Après des mois de spéculation, de documents judiciaires et d'une pression publique croissante, Sean J. Carter est entré au tribunal, non pas en tant que magnate ni en tant qu'icône, mais en tant qu'homme se défendant contre des allégations inquiétantes et en tant que défendeur de Diddy. Alors que le monde de Diddy s'effondrait et que les soirées extravagantes faisaient désormais partie des témoignages sous serment, J.J. a été entraîné dans la tourmente par association. Son nom était associé à des pièces qu'il niait avoir entrées, à des événements qu'il prétendait ne jamais avoir eu lieu et à des victimes qu'il affirmait n'avoir jamais rencontrées. Mais comment se défendrait-il devant le jury, les médias et la société civile? Que dirait-il sous les yeux du monde entier? C'est à ce moment précis que J.J. a témoigné. La salle d'audience venait de se calmer après une longue matinée de tractations juridiques. L'accusation s'apprêtait à réintroduire des preuves liées au témoignage de Cassie Ventura. Les avocats de Diddy triaient les papiers, à moitié ennuyés et excessivement confiants. C'est alors que les portes s'ouvrirent. Pas discrètement, pas sans prévenir, mais délibérément. La façon dont on entre dans une pièce en sachant la vérité finit par rattraper ceux qui tentent de la distancer. J.J. entra vêtu d'un costume bleu nuit, si ciselé qu'il aurait pu être une armure. Il ne regarda pas à gauche. Il n'a pas hoché la tête. Pas d'entourage, pas de Beyoncé, pas d'équipe de Rock Nation. Juste lui, une légende vivante entrant dans une salle d'audience qui ne s'attendait pas à le voir. Pas comme ça. Pas sur la liste des témoins. Pas sous serment. Des hoquets emplirent la salle. La galerie se figea à moitié par réflexe. Une journaliste laissa tomber son stylo. Cassie Ventura, assise derrière l'accusation, se pencha pour murmurer à son avocat. Même le juge la releva légèrement. Diddy. Il se tourna vers l'entrée sans ciller. Son regard se fixa sur G comme s'il regardait un fantôme enterré 20 ans plus tôt surgir de terre. Ce n'était pas prévu. Ni par la presse, ni par le public. J.J. avait demandé une audience à huis clos pour sa déclaration. Mais le tribunal a annulé cette décision. Transparence. C'était la décision. Et maintenant, G s'apprêtait à donner la performance de sa vie. Non pas avec des paroles, mais avec de la mémoire. Il prit la parole. Il prêta serment. Et la salle d'audience, remplie de procureurs fédéraux, de journalistes de divertissement et d'avocats ayant jadis négocié des contrats à plusieurs millions de dollars autour d'un brunch, se pencha en avant comme s'ils écoutaient le premier couplet d'un morceau qu'ils n'étaient pas censés entendre. Sa voix, calme, maîtrisée, mais tendue, comme une corde tirée dans les deux sens. « Je veux que ce soit clair », commença-t-il. « Je suis venu ici parce que le silence n'est plus une option. » Et avec cette phrase, tout a changé. Car lorsque Sean Carter parle, ce n'est pas le magnate, le rappeur ou l'homme d'affaires milliardaire qui parle, mais l'homme derrière tout cela. Ce n'est pas seulement un témoignage. C'est une prise de conscience. J.J. n'a pas perdu de temps. Il n'a pas utilisé le déni comme arme d'attaque. Il est venu avec le contexte. Et c'était encore plus dangereux. Oui, j'étais invité aux événements de Diddy. Oui, j'y ai assisté. Mais soyons clairs, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit étaient deux réalités bien distinctes. Il a prononcé ces mots avec prudence et réflexion. Ses avocats restèrent figés. La défense semblait perplexe. Cela les aidait-il? Était-il en train de péter les plombs? La réponse viendrait lentement, petit à petit, tandis que J.J. expliquait au tribunal quelque chose que personne n'attendait. J'ai vu les installations, le NDAS, les téléphones confisqués, les arrière-salles avec des rideaux. Je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais signé ces papiers. Mais je savais. Il marqua une pause. Je savais que quelque chose n'allait pas. Cette phrase a bouleversé la salle d'audience. Car il ne s'agissait pas seulement d'un aveu de présence, mais d'un aveu d'observation du fonctionnement de la machine que Diddy aurait construite. Une machine que Cassie, dont Richard et d'autres avaient décrite avec une précision atroce. J.J. se tourna vers le jury. Voyez-vous, dans ce secteur, il y a des fêtes. Et puis il y a les fêtes. Et celles auxquelles j'assistais, celles que j'ai commencé à délaisser, ce n'étaient plus des fêtes. C'étaient des systèmes, des expériences planifiées. Le genre de choses qui ne sont pas une question de plaisir. Elles sont une question de pouvoir, de contrôle. L'accusation a demandé, avez-vous déjà été témoin d'un acte criminel? J.J. a hésité. Le numéro, pas directement. Mais j'en ai vu assez pour savoir que je ne devrais pas être là. Il a décrit un événement survenu en 2015, une fête à Miami, soi-disant pour l'anniversaire de Christian Combs, où, dit-il, les choses ont pris une tournure étrange. Il portait des masques, dit-il, comme de vrais masques. Un homme est passé devant moi, vêtu de cuir et ne portant que des talons hauts. Les gens ont ri. Je ne l'ai pas fait, car je savais que cet homme avait l'air effrayé. J.J. a dit qu'il était parti tôt ce soir-là. Il a dit qu'il avait appelé un chauffeur et n'avait pas attendu l'heure prévue pour le service de voiture, car je ne voulais pas que mon nom soit associé à ce genre de choses. L'accusation a ensuite abandonné la photo. Une image fuitée, floue mais authentifiée, de J.J. Diddy, LeBron James et Beyoncé dans une pièce avec un homme portant un masque en latex, agenouillé sur un oreiller en velours. J.J. l'a regardé en silence. J'ai vu ce moment. Il a dit, on m'a dit que c'était de la performance. Je n'ai pas ri. Je ne suis pas resté. Il a regardé Diddy. On savait qu'on avait confiance en soi. Tu as utilisé ça. Pour la première fois, Diddy est resté bouche bée. Puis est venu le moment où le témoignage de J.J. est passé de la limitation des dégâts à la destruction.
Il a raconté au tribunal une conversation privée qu'il avait eue avec Didi fin 2018, juste après que des rumeurs d'enquête ont commencé à circuler dans le secteur. Selon J, Didi l'a appelé pour anticiper quelque chose. Il m'a dit, ils viennent me chercher. Il faut faire attention à qui on côtoie. GZ a dit qu'il avait demandé à Didi, sans détour, as-tu fait quelque chose dont je ne peux pas revenir? Et Didi aurait répondu, ce ne sont que des faits, J, que des expériences. Personne ne se blesse à moins de le vouloir. La voix de J se brisa légèrement. Ce fut notre dernière vraie conversation. Il regarda la salle d'audience. J'ai arrêté de répondre à ses appels après ça. GJ a dit qu'il avait commencé à prendre ses distances, à zapper les événements de révolte, à se retirer des collaborations, et même à demander aux représentants de Rock Nation de tenir notre marque à l'écart de tout ce qui se tramait. Puis l'accusation a révélé autre chose. Un échange de courriel entre l'avocat de JZ et un tiers anonyme datant de début 2020, dans lequel l'équipe de J est avertie que les accords de confidentialité d'événements passés pourraient être utilisés comme armes contre les personnes présentes, même si elles n'étaient pas impliquées. J hocha la tête. Je comprenais ce que cela signifiait. Ils allaient utiliser le silence comme bouclier. Je n'allais pas me laisser prendre. Il a conclu la troisième partie de son témoignage par une phrase qui a fait la une des journaux avant même la suspension de l'audience. C'était mon frère, mais maintenant, je comprends qui il était vraiment et qui j'ai failli devenir en me tenant trop près. La pièce était silencieuse et les conséquences ne faisaient que commencer. JZ s'était assis en avant dans le fauteuil du témoin, les mains jointes. Sa voix était forte, mais indéniablement émouvante. La salle d'audience avait déjà été secouée par les allégations et les rumeurs entourant le procès, mais la pression s'était maintenant déplacée. JZ n'était pas seulement là en tant que célébrité entraînée dans un nouveau scandale. C'était un mari, un père, un homme qui défendait tout ce qu'il avait construit. Je dois parler de ma famille. Il regarda droit dans les yeux le jury. Parce que quand mon nom est évoqué, le leur l'est aussi. La salle était silencieuse. Les jurés se penchaient. Les journalistes ont arrêté de taper. Même Didi, qui avait griffonné des notes sur son bloc-notes pendant la majeure partie de la matinée, a levé les yeux. JZ a décrit les conséquences des accusations sur Beyoncé et leurs enfants. Blue Ivy est assez grande pour lire les gros titres maintenant, a-t-il dit. Elle est venue me demander ce qu'était un monstre. Ce n'est pas quelque chose qu'un père devrait expliquer. Il a décrit comment, après sa première mise en examen, les journalistes ont envahi son domicile. Les paparazzis ont campé devant l'école de Blue. Les gros titres ont confondu fait et fiction, transformant sa vie en champ de bataille pour les tabloïds. Il a continué. Ma femme m'a toujours soutenu. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un drame professionnel ni une compétition professionnelle. C'était une bombe nucléaire larguée sur notre famille. Et le pire, tout cela reposait sur un mensonge. Il a ensuite évoqué l'allégation selon laquelle Beyoncé et lui auraient assisté à la prétendue soirée de Miami en 2015. JZ a fouillé dans un dossier et en a sorti les enregistrements de vol. Le soir en question, nous étions à Paris, a-t-il déclaré. C'était notre anniversaire. Nous avons séjourné à l'hôtel Plaza Athénée. J'ai inclus le reçu de l'hôtel, des photos, des eurodatages vidéo et plusieurs témoignages. Nous n'étions pas là. L'accusation a examiné les documents. Le juge a demandé au greffier de confirmer les dates. Tout était en ordre. JZ avait des reçus, littéralement. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé la culture du clickbait et des ragots non vérifiés qui avaient permis à ces rumeurs de prospérer. Quand avons-nous cessé d'exiger des preuves, a-t-il demandé à la salle. Quand l'accusation est-elle devenue une condamnation? Il a souligné que sa réputation n'était pas la sienne. C'était lié à sa femme, à ses enfants, à tout son héritage. J'ai passé des décennies à bâtir quelque chose de propre, quelque chose qui élève notre communauté. Et dans un seul titre, tout cela est sali sans aucune preuve. Beyoncé a été mentionnée à plusieurs reprises. Mais JZ était prudent. Il ne s'appuyait pas sur sa célébrité ou son statut. Il la présentait comme une mère, une femme déstabilisée par des allégations auxquelles elle n'avait aucune part. Je suis venu ici pour défendre la vérité, a-t-il déclaré, et pour m'assurer que personne, pas même un milliardaire, ne puisse s'en tirer en enterrant des gens sous des mensonges. Le sang-froid de JZ ne s'est jamais démenti, mais sa voix s'est durcie lorsqu'il a abordé la prochaine affaire majeure, la tristement célèbre fête de Miami organisée dans la maison de Gloria et Emilio Estefan, où il aurait été vu par plusieurs témoins lors de la prétendue soirée cinglante de Didi. Je veux être très clair, a commencé JZ. Je n'ai jamais de toute ma vie assisté à une fête chez Gloria Estefan. Ni à Miami, ni nulle part ailleurs. Il a dévoilé plusieurs documents, une chronologie de ses activités de la semaine, étayée par des registres de sécurité, des manifestes de transport et des programmes d'événements caritatifs. Il a passé en revue chaque heure de la date en question. Le soir du 11 septembre, j'étais à Los Angeles. J'assistais à un dîner de charité organisé par la fondation Sean Carter au Peterson Automotive Museum, a-t-il déclaré. Voici la transcription de mon discours. Voici la liste des invités. Voici une photo avec le maire. Les preuves étaient irréfutables. Le greffier a affiché un écran montrant le journal de sécurité du musée, qui capturait l'entrée et la sortie de JZ à la minute près. Mais le plus frappant n'était pas la preuve, mais l'explication détaillée de la genèse de ces rumeurs. JZ a dénoncé le flou des formulations dans les procès et le pouvoir des insinuations. Pas besoin d'un mensonge pour faire du bruit, a-t-il déclaré. Il suffit qu'il soit répété. Il a expliqué que son nom avait été associé à ces rumeurs, non pas à cause d'un témoin, mais parce qu'il avait l'habitude d'assister aux événements de Didi par le passé. Qu'en est-il devenu?
Je suis allé un jour à un brunch, et maintenant je suis complice de tout ce dont cet homme est accusé? Il a déclaré au jury que la narration médiatique avait dérapé. Ils ont rapporté que j'avais été vu dans un endroit où je n'étais jamais allé, et cette simple phrase a donné lieu à des dizaines d'articles, des milliers de tweets et des dégâts irréparables. L'équipe de JZ a soumis un rapport montrant combien de médias avaient repris la même fausse affirmation. Aucun n'a sollicité de commentaires, ni tenté de vérifier. Alors que le juge prenait acte des documents, JZ se tourna vers l'accusation et dit sans détour: si vous voulez entraîner un homme dans un procès aussi important, mieux vaut ne pas vous contenter de ragots et de suppositions. La dernière partie du témoignage de JZ prit une tournure plus sombre et surréaliste, alors qu'il abordait l'océan de théories du complot qui tourbillonnait depuis le début de la chute de Didi. Il secoua la tête, jeta un coup d'œil au jury et dit: on m'a traité de bien des manières dans ce milieu, mais marionnette des Illuminati, maître manipulateur, meurtrier par association, c'est nouveau. Il a reconnu l'engouement pour Internet et les publications de comptes TikTok le reliant à des personnalités aussi diverses que Harvey Weinstein, R. Kelly ou Jeffrey Epstein. On dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu, a-t-il ajouté. Mais parfois, la fumée n'est que brouillard et montage YouTube. JZ a lancé des accusations précises. Il aurait été impliqué dans la mort d'Aaliyah, aurait aidé à orchestrer les assassinats de Michael Jackson et de Tupac, et aurait payé des gens pour qu'ils gardent le silence sur les frasques de Didi. Aucune de ces accusations n'a été étayée par la moindre preuve, a-t-il dit, mais elles sont répétées parce que ça fait vendre. Il a ensuite publié un fil de discussion Reddit, avec des milliers de votes positifs, spéculant sur son prétendu cercle intime avec Beyoncé et Didi. Il le brandit. C'est ce qui passe pour du journalisme aujourd'hui. JZ expliqua comment ces théories avaient commencé à affecter des personnes réelles. J'ai vu des membres de ma famille être suivis, des partenaires commerciaux se retirer, et même des menaces de mort parce que quelqu'un sur Internet avait relié des choses qui n'existaient pas. Mais il a ensuite fait quelque chose d'inattendu. Il a admis que le silence avait peut-être aggravé la situation. Je n'ai pas réagi plus tôt, pensant que la vérité serait évidente, mais j'ai peut-être sous-estimé la rapidité avec laquelle les mensonges se propagent lorsqu'ils sont accompagnés d'une bonne production et d'une musique inquiétante. Il a conclu sa déclaration en disant: je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande d'écouter, de réfléchir, d'exiger des preuves, car si nous ne fixons pas de limites aujourd'hui, aucun de nous n'est à l'abri de ce qui va suivre. JZ se rassit, son témoignage terminé. Dans une salle d'audience où les rumeurs avaient fait la une des journaux, sa voix venait de redessiner les lignes de front. Alors que JZ terminait son témoignage direct et que la salle se rapprochait d'un silence tendu, le procureur principal se leva. Son nom était murmuré depuis des jours. Un avocat fédéral agressif, connu pour faire trembler même les célébrités les plus raffinées. Il ajusta ses lunettes et regarda JZ droit dans les yeux, qui restait calme, mais visiblement alerte. Monsieur Carter, commença le procureur. Vous affirmez n'avoir jamais été chez Gloria Estefan. Vous avez fourni des registres, des photos et des eurodatages. C'est tout à fait convaincant. JZ hocha lentement la tête, car c'était la vérité. Mais le procureur continuait à faire les 100 pas. Vous avez, de votre propre aveu, assisté à des événements organisés par Didi par le passé, des événements prestigieux, des brunchs, des collectes de fonds, des remises de prix. Oui, a dit JZ prudemment. Événements publics, événements professionnels, rien à voir avec ce qui est décrit ici. Le procureur marqua une pause, puis se pencha. Avez-vous déjà été témoin d'un incident inapproprié lors de ces événements? JZ hésita. Pas longtemps, mais suffisamment pour que tout le monde le remarque. Non, dit-il finalement. J'ai vu des célébrités réseauter, de la musique, comme d'habitude. Et tu n'as jamais vu Cassie Ventura à un de ces événements, ni un comportement qui t'ait mis mal à l'aise? La mâchoire de JZ se serra. Cassie était souvent présente. C'était la partenaire de Didi. Mais je ne l'ai jamais vue en détresse. Et je n'ai certainement jamais vu ce qu'elle décrit dans son témoignage. Le procureur a changé de sujet. Alors, quand vous entendez maintenant ce qu'elle affirme à propos de coercition, d'abus, de soi-disant freak-offs, vous dites que vous êtes complètement pris au dépourvu? Moi, je dis que je n'ai rien vu. JZ répondit fermement. Et si je l'avais fait, je ne serais pas resté silencieux. Le procureur acquiesça. C'est ce que Russell Simmons a dit aussi. La salle a halté. JZ a cligné des yeux, son visage impassible s'est brisé pendant une demi-seconde. Objection, aboya l'avocat de JZ. Le juge la soutint, mais l'insinuation resta en suspens. Le procureur poursuivit, soutenant que la proximité de JZ avec Didi lui donnait accès à bien plus qu'une simple influence dans l'industrie musicale. Il a évoqué la possibilité que JJ en savait plus qu'il ne l'admettait. Mais sans preuve directe, tout cela n'était que stratégie. Le jury observait, certains sceptiques, d'autres compatissants. La réponse finale de JJ avant de démissionner a apaisé la tension. Je ne suis pas là pour protéger Didi. Je suis là pour protéger mon nom. Et si j'appartenais à ce monde, si seulement je m'en doutais, je ne témoignerais pas. Je serais jugé. Alors que JJ descendait de la barre des témoins, il ajusta sa veste de costume, jetant un bref coup d'œil vers la galerie où Beyoncé n'était pas assise. Mais son absence se ressentait dans chaque regard. Il sortit par la porte latérale, escorté par la sécurité, mais la salle d'audience resta animée. Murmures, hochements de tête et halètements. Certains incrédules, d'autres convaincus. Les journalistes présents dans la galerie échangeaient des messages et des notes frénétiques. Les réseaux sociaux étaient déjà en effervescence. Les gros titres ont fait la une des journaux, JJ rompt le silence sous serment. JJ contre les poursuites. JJ défend Beyoncé et sa famille contre les liens avec Didi. Le verdict n'était pas attendu. Internet l'avait déjà rendu.
Mais dans la salle, quelque chose de plus complexe se tramait. Le jury resta indéchiffrable. La jurée numéro 4, une femme noire d'âge moyen vêtue d'un tailleur pantalon beige, griffonnait sans relâche dans son bloc-notes. Le juré numéro 9, un jeune homme à la coupe militaire, fixait la chaise vide du témoin bien après que GZ l'eût quitté. Et le juré suppléant, il mordillait son stylo en silence, les sourcils froncés. Une spectatrice, une ancienne stagiaire bad boy, fut surprise par le dessinateur essuyant ses larmes. Elle a déclaré à un journaliste pendant la récréation qu'il parlait comme s'il ne savait pas, mais on le voyait à ces événements. Peut-être n'a-t-il pas vu ce que nous avons vu, ou peut-être a-t-il simplement détourné le regard. Cassie Ventura est restée impassible, assise à la table de son avocat. Elle n'a pas réagi pendant le témoignage de Gigi, mais lorsque sa voix s'est brisée en mentionnant Blue Ivy, elle a brièvement levé les yeux. Pas par empathie, plutôt comme une question. Protégeait-il sa famille ou se protégeait-il lui-même? Même Didi, stoïque pendant une grande partie du procès, montrait des signes de frémissement. Il tapait son stylo plus vite. Ses yeux scrutèrent la pièce. Les dénégations de Gigi l'avaient frappé lui aussi, non pas comme une trahison, mais comme un signal. Le navire coulait, et chacun cherchait un canot de sauvetage. Le juge a demandé une courte suspension d'audience, et tandis que la salle se vidait dans le couloir, les voix se sont entrechoquées. Certains étaient de l'équipe Gigi. Il a montré des reçus. Il a avoué. Que demander de plus? Les autres n'y croyaient pas. Il ne fait que sauver la face. Il fait partie du système depuis toujours. Et au milieu se trouvait la vérité. Personne ne le savait vraiment, mais chacun avait son opinion. De retour au siège de Roc Nation, l'ambiance était tendue. L'équipe de Gigi n'a publié aucune déclaration officielle après son témoignage. Son avocat, Alex Spiro, s'est contenté d'une brève citation à l'extérieur du tribunal. Monsieur Carter a témoigné avec honnêteté et courage. Nous soutenons son intégrité. Mais le monde n'attendait pas de résumé juridique. En 12 heures, tous les grands médias, de TMZ au New York Times, avaient décortiqué son témoignage. Certains ont salué sa transparence. D'autres ont parlé d'une stratégie de limitation des dégâts. Le nom de Beyoncé a été tendance mondiale pendant 36 heures d'affilée. Son attaché de presse a refusé de commenter. Les fans étaient divisés, certains la défendant farouchement, d'autres s'interrogeant sur la profondeur du lien entre le couple et Didi. Pendant ce temps, l'accusation se regroupait. Gigi n'avait pas fait échouer leur affaire, mais il l'avait compliquée. Il s'était humanisé, avait éloigné sa famille et avait détourné l'attention. Mais ce faisant, il avait soulevé un autre problème, la tendance du secteur à nier les faits de manière plausible. Le bureau du procureur a publié un communiqué discret. Bien que le témoignage de M. Carter soit important, notre enquête se poursuit et ne se limite pas à un seul individu. Traduction. Ce n'est pas terminé. Et puis est arrivé le Joker, 50-100. Jamais du genre à rester silencieux, il a posté une photo de Gigi sur le stand avec la légende. Belle performance, mais on n'a pas oublié les brunchs, mon gars. La photo est devenue virale instantanément. Dans les jours qui ont suivi, d'autres célébrités ont refait leur apparition. Alicia Keys a republié une citation sur la vérité qui transcende le silence. Questlove a tweeté des émojis énigmatiques. Même Oprah a publié un vague article sur la reconstruction à partir des cendres. La réputation de Gigi avait pris un coup, mais elle ne s'était pas effondrée. Son témoignage, pour le meilleur ou pour le pire, a marqué un moment où le silence n'était plus une option. Et dans cette affaire pleine de rebondissements, une vérité s'imposait. Le tribunal ne jugeait pas seulement Didi, mais toute une époque de pouvoir, de proximité et de protection. Gigi avait survécu. Mais le véritable procès, celui de l'héritage, ne faisait que commencer.